qu'est-ce qui se passe? On a perdu le temps. Les montres, les appareils, l'horloge, tout s'est arrêté. On a perdu le temps. Toutes nos expériences, rien ne fonctionne plus. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une solution. Il faut remonter le temps. Il faut remonter en 1616, là où un de mes ancêtres, Galileo Galilei, avait inventé toutes sortes d'astuces pour mesurer le temps. Parce qu'à cette époque-là, les horloges, il n'y en avait pas. Donc, on va profiter d'une faille de l'espace-temps Windows pour remonter dans le temps et aller en 1616. Mais il nous faut de l'énergie. Ici, on a 2 millions de volts. Ici, on a un multiplicateur d'énergie chimique à hydrogène. Et ici, je crois que j'ai une vieille machine qui devrait nous permettre de remonter le temps. Avec ce moteur à réaction, elle va nous propulser à travers un trou de verre en 1616. Montez à bord, on va y aller. Mais on n'était pas dans le noir. Le noir. Comme ça, tout fait foirer, Bimmer et compagnie. Je crois que c'est le Bimmer. Il faut retourner, là. Allez-y. Regardez, Madeleine, le laboratoire de Galileo Galilei. On est en 1616. Eh bien, Galileo Galilei, en fait, il voulait mesurer le temps que employaient une pierre ou des graves pour tomber. Et il voulait montrer qu'en fait, si une plume, par exemple, et une pièce de monnaie tombée à des vitesses différentes, cela n'était dû qu'à la présence de l'air. En fait, grâce à l'attraction de gravité de la Terre, les deux pièces devraient tomber en même temps, comme ici. Donc il voulait montrer ces lois, mais il avait besoin de mesurer le temps. Alors, comment mesurer le temps? Tiens, nos ancêtres avaient déjà remarqué que lorsque on attendait une année, eh bien, le Soleil revenait exactement à la même place. À l'époque, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. C'était Galiléo qui nous a dit « Non, c'est le contraire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ». Bon, comme ça, on peut mesurer une année, mais une année, c'est très long pour mesurer le temps. Oui, très long, mais avec des moyens un petit peu plus astucieux, on peut mesurer même des heures. C'est la méthode du cadran solaire. Ici, si on projette l'ombre du Soleil ici, eh bien, on peut, grâce au mouvement du Soleil, mesurer, par exemple, une heure. Voilà, le Soleil il est à midi, à 13 heures, et ainsi de suite. Et on pourrait mesurer quelque chose d'encore plus court, presque des minutes. Bon, une heure, oui, ça va mieux, mais ça reste long pour mesurer le temps précisément. Il faut mieux que ça. Par exemple, si on prend une bougie, on l'allume, et la bougie, quand elle brûle, elle se consume, et son hauteur va diminuer. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est mesurer l'hauteur de la bougie, et on aura une mesure de temps. Oui, mais c'est encore assez imprécis. Ça vaut bien pour le temps d'une messe. Bon, on pourrait faire mieux que ça, effectivement. On peut prendre un récipient et regarder comment il se vide, par exemple, dans un sablier. Oui, et remarquez, ici, la forme du sablier est faite en sorte que l'écoulement soit pratiquement le même tout le temps, au fur et à mesure que le sablier se vide.
très malins, nos ancêtres. Mais c'est vrai qu'avec un sablier, on ne peut mesurer que des intervalles. Et puis de temps en temps, ça ne coule plus, ça se bouche. Si on parle de sable qui coule, est-ce que le sable c'est bien un solide ou un liquide? Ça dépend, Madeleine, ça dépend. Voici une petite expérience. J'ai ici 2 récipients. Je vais mettre 2 tiges dedans et je vais verser dedans du sable. Voilà. Donc là, le sable coule un petit peu comme un liquide. Hein? On verse du sable ici. Et puis la différence entre les 2 récipients, c'est qu'ici, je vais juste tapoter un petit peu. Puis maintenant, regardez ce qui se passe. Là, c'est du liquide, mais là, c'est du solide. Ça tient. Donc, ça dépend. Ça dépend, Madeleine. Regardez ici. Ici, j'ai de la pâte à modeler que je vais mettre en forme de boule. Et ici, j'ai de la pâte à modeler. Apparemment, la seule différence, c'est que l'une est rose et l'autre est rouge. Celle-ci se comporte comme de la pâte à modeler. Mais celle-ci, pourtant, entre ces deux, l'un est un solide et l'autre est un liquide. Laquelle vous croyez est un liquide? La rose. Eh bien, vous avez raison. Mais simplement, ça dépend du temps. Il faut attendre, il faut avoir de la patience pour voir que cette pâte, c'est en fait un liquide. Bon, la patience, oui, mais jusqu'à quand? Pas jusqu'à 2016. Peut-être, Madeleine. Bon, en attendant, moi, je commence d'avoir faim. Ah, regardez, une belle casserole. Ah, il y a la fondue dedans. Ouais, il faut bien mélanger, doucement, ouais. Et puis, je vais m'en servir un peu. Je crois que je vais manger un peu de la fondue. Ça donne de l'appétit, mais regardez, Madeleine. En fait, regardez, c'est un solide. Là, de nouveau, ça dépend du temps. Si on mélange tout doucement, eh bien, c'est un liquide. Mais si on tape très vite, eh bien, c'est un solide. Bon, ça donne une idée. On pourrait prendre un vrai liquide pour mesurer le temps. Prendre de l'eau. On remplit un récipient avec de l'eau, on fait des trous et on mesure la quantité d'eau qui s'écoule. Oui, mais il y a un petit désavantage. Regardez, ici, il y a un premier trou qui est tout en haut. Le liquide s'écoule jusqu'à là. Mais si je prends un trou qui est plus bas, le liquide s'écoule beaucoup plus loin. Il va plus vite. Et en plus, au fur et à mesure que ça se vide, eh bien, avec le trou qui est en haut, on ne pourra presque plus mesurer le temps. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. Par contre, on pourrait utiliser une fontaine qui remplit un récipient jusqu'à ce qu'il déborde. On a mis ici un petit orifice qui remplit au fur et à mesure ce bécher qui se trouve ici, gradué, et on peut mesurer des temps qui sont de l'ordre de la seconde. Avec un siphon, ici, le bécher se vide dans ce grand bécher ici, et on peut mesurer des temps de l'ordre de la minute. Et ainsi de suite, regardez, un cycle dans lequel ce bécher se remplit, il se vide, on mesure une autre minute, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment génial, ça, c'est vraiment précis. C'est précis, c'est une horloge à eau qui existait déjà au temps de Galilée, et Galilée a utilisé des horloges à eau justement pour mesurer le temps de chute des pierres qu'il lançait de la tour de Pise. Bien. Mais pensez-y bien, Madeleine, au fond, le temps, il est en nous. Le temps de la musique, le rythme de la musique, il est en nous. Et Galilée le savait bien, parce que son père Vincenzo était musicien et compositeur. Donc il baignait dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Son problème était de mesurer, en fait, le temps de chute d'une bille sur un rail. Ça va quand même beaucoup plus lentement que faire chuter une pierre de la tour de Pise. Il avait remarqué
que s'il plaçait des clochettes à des distances régulières, eh bien, dû à l'accélération de la bille, le tempo accélérait tout le temps. De plus en plus vite. Par contre, si on a des clochettes qui sont espacées avec des distances qui croissent comme le carré du temps, le temps fois le temps, eh bien, regardez ce qui se passe. Joli, n'est-ce pas? Mais maintenant, si on a parlé d'un plan incliné, on peut aussi se poser la question, quelle est la forme du plan incliné qui va nous permettre d'aller plus vite au but? Nous avons ici 3 pentes. Une pente directe jusqu'à l'arrivée, une pente qui passe par une forte chute au départ et puis une pente moins importante ici et une pente intermédiaire. Nous allons prendre 3 billes, une jaune, ça va très vite, une jaune, que je la bloque bien, voilà, et la troisième, et on va voir qui gagne la course. La rouge. C'est la rouge qui a gagné la course. Mais donc c'est la pente intermédiaire qui donne le temps de parcours le plus court. Galilée avait remarqué ça, mais il n'avait pas les moyens mathématiques de calculer la courbe exacte. C'est un Suisse, Jean Bernoulli, qui, 100 années plus tard, a calculé la forme de cette courbe, qui est en fait ce qu'on appelle une cycloïde. Oui, mais ça va très très vite. Oui, c'est vrai, ça va très très vite. Alors pour le public, on va voir les choses un petit peu au ralenti. On voit effectivement qu'au démarrage, la bille jaune passe devant les autres, la bille blanche elle est bien derrière, et puis au fur et à mesure, c'est la bille rouge qui gagne la course. Bravo à la bille rouge. Bon, pour mesurer les temps si courts, il faut vraiment retrouver le temps. Si seulement notre pendule pouvait fonctionner. Ah oui, le pendule. Galilée était aussi un expert de pendule. Au fait, quand ses parents l'amenaient à la messe, il s'ennuyait un peu. Et regardez le grand lampadaire qui oscillait au-dessus de l'église. Il avait remarqué que ceci c'était un bon moyen de mesurer un temps très régulier. Donc, en fait, Galiléo eut même l'idée de l'horloge à pendule. Simplement, quand il eut cette idée, il était devenu vieux et surtout aveugle. Donc, il ne réalisa jamais l'horloge à pendule, mais il dicta un petit peu ses idées à son fils Vincenzo, qui réalisa ce dessin, et on reconnaît bien là tout le mécanisme d'une horloge à pendule avec son échappement. Mais il fallait attendre quelques années, jusqu'en 1656, pour que Huygens, un Hollandais, réalise la première horloge à pendule. On monte donc en 1656. Et voilà, le temps est là. Maintenant, il suffit de ramener cette horloge avec nous dans le futur. Hélas, je crains, Madeleine, qu'on aura un petit problème pour retourner dans le futur. Pour le moment, restons encore en 1556. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Comment on sait qu'une heure mesurée par un pendule, c'est vraiment une heure? Effectivement. Galilée avait remarqué que
période d'oscillation d'une pendule dépendait de la longueur de la tige. Ici, nous avons toute une série de pendules qui ont des longueurs de tige différentes. Maintenant, je vais les faire bouger et regarder ce qui se passe. C'est joli, non? C'est tout beau. C'est comme il y avait des ondes. Mais tout doucement, ils fonctionnent plus, ils oscillent plus ensemble. Il faut les synchroniser à nouveau. Alors, je vais vous montrer, ma chère Madeleine, comment on peut synchroniser des pendules. Ou plutôt, ici, il s'agit de métronomes. Voici des métronomes sur la table. Je vais les lancer de manière complètement aléatoire. On entend bien que, pour le moment, ils n'oscillent pas ensemble. On entend le tic-tac, chacun y va pour son compte. Mais si on attend un petit peu de temps, si on est patient, au fur et à mesure, on entend qu'ils commencent à osciller ensemble. Comme des petits soldats, au pas, l'un après l'autre, on entend qu'ils se mettent en marche. C'est comme les écoles dans l'école des recrues, il faut un petit temps d'apprentissage. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe si je bloque la table? Ben, vous allez voir, Madeleine, ça ne va plus marcher si bien. Les pendules ou les métronomes vont commencer à marcher chacun pour soi, de nouveau, de manière indépendante. Ce phénomène est dû en fait à une onde stationnaire qui peut se propager sur la table seulement si on la laisse libre. Alors, une onde stationnaire, c'est quoi une onde stationnaire? Bon, recommençons du début. D'abord, qu'est-ce que c'est une onde? Une onde, c'est un phénomène qui voyage dans le temps et dans l'espace. Voyons un petit peu avec ce système. Je vais lancer maintenant une onde. Et on voit que l'onde se propage, donc elle voyage dans le temps, on peut dire. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu le mécanisme et on a une plus jolie onde. Et si l'on se place à un endroit donné, on verra que comme un pendule, l'onde, elle va osciller périodiquement, passant par des maxima et des minima. Donc, c'est un phénomène qui dépend du temps et de l'espace. Pensez bien à un phénomène qui est une onde, en fait, c'est le son. Lorsque on écoute un son, eh bien, c'est en fait une onde qui se propage. Pour vous montrer que, en fait, le son est une onde, j'ai ici une petite expérience dans laquelle j'ai un tube que je vais remplir de gaz. Il faut un petit peu de temps aussi pour que le gaz remplisse tout le tube. Et puis maintenant, je vais produire un son. On va voir ce qui se passe. Et vous voyez que ici, il y a comme dans l'onde qu'on a vue tout à l'heure, il y a des zones où les flammes sont plus grandes et des zones où les flammes sont toutes petites. Et puis si je change le timbre du son, eh bien vous voyez que on a des ondes plus longues ou bien des ondes plus courtes. Donc le son est une onde. C'est la pression qui fait la flamme grandir. Eh bien, on peut avoir d'autres systèmes qui nous permettent de voir des vibrations. Ici, nous avons une plaque
dans laquelle nous pouvons mettre un petit peu de poudre. Et puis, maintenant, de nouveau, je vais produire un certain son. On va voir ce qui se passe. On voit un joli dessin ici qui apparaît. Je vais augmenter la fréquence, un autre joli dessin. Encore une autre. Joli, n'est-ce pas? Voilà une autre manière de marier l'art et la science. Ce qu'on avait vu ici, c'était les zones de la plaque qui oscillaient pas. C'est là où le sable s'est accumulé, là où la plaque bouge, là le sable bouge, et là où la plaque bouge pas, le sable s'accumule, on voit les formes. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment voir les oscillations, pas seulement les endroits qui ne bougent pas? Bon, là, on est en 1656. Il faut faire un petit peu preuve d'imagination. Imaginons qu'on ait une lampe qui émet des flashs qui permettent de photographier chaque fois cette onde, chaque fois qu'elle arrive à un maximum. Si on arrive à faire ça, on pourrait effectivement voir des vibrations qui vont plutôt vite, comme dans ce verre ici. Donc nous avons ici un haut-parleur, cette lampe qui émet des flashs à très grande vitesse, et maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si j'augmente le volume. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Alors, le son, c'est une onde, mais est-ce qu'on peut mesurer la vitesse du son? Oh oui. Imaginez quand vous allez à la montagne et vous émettez un son assez sec, vous avez une paroi devant, vous entendez l'écho. Ceci est dû au fait que les ondes sonores voyagent dans l'espace. Donc, il suffit de connaître la distance entre vous et la paroi qui réfléchit le son, et on peut mesurer donc la vitesse du son. C'est ce qu'on va réaliser un petit peu avec cette expérience. Nous avons ici un long tube, nous avons ici quelque chose qui va émettre un son et un récepteur de l'autre côté. Donc, voyons un petit peu. On a mesuré ici le temps de parcours de l'onde sonore. On va réaliser de nouveau l'expérience. On va réaliser encore une fois. Encore une fois. 0,0127 secondes. Donc c'est un temps relativement court, mais parfaitement mesurable. Cela veut dire que le son voyage à environ 300 mètres par seconde. Mais maintenant, on peut faire la même expérience avec quelque chose de plus concret. On va voir ce qui se passe lorsque on fait voyager à la vitesse du son une petite balle de ping-pong. Pour faire cela, je vais faire le vide dans ce tube. Donc on est en train d'aspirer l'air. Ce tube est scellé par des petits films d'aluminium d'un côté et de l'autre. Et regardez bien ce qu'il y a ici au but. Il y a une canette de Coca-Cola. Alors on attend ici que le vide se fasse. Et ce qui va se produire, c'est que notre balle de ping-pong, poussée par l'air de ce côté, va voyager pratiquement à la vitesse du son. Peut-être même quelque chose de plus. Il faut attendre encore un petit peu pour avoir un bon vide.
Parce que si la balle devait voyager dans l'air, eh bien, elle ne pourrait jamais aller aussi vite. Voilà, je crois qu'on y est. Ici, j'ai un petit clou. Je vais percer cette membrane. Et voilà ce qui reste de la canette de poisson. Monsieur Galileo, on est à 1656, il n'y avait pas de canette de coke en 1656. Oui, c'est vrai, Madeleine, je me suis un petit peu perdu dans le temps. Revenons en 1656, Huygens, de nouveau celui qui a inventé l'horloge à pendule, vivait dans une ville comme Amsterdam, qui est une ville de mer, et il observait les ondes à la surface de la mer. Voilà ici ce qui pourrait se produire à l'embouchure d'un port. Maintenant, si dans le port il y a une ouverture relativement petite, regardez ce qui se passe. Les ondes qui sont ici des ondes planes, des ondes toutes droites, elles se transforment en ondes circulaires. Ceci est produit par une petite ouverture. Ceci donna l'idée à Huygens que ce même phénomène concernait aussi la propagation de la lumière. Il eut pour la première fois l'idée que la lumière était en fait une onde. Et cela permettait d'expliquer pas mal de choses. Par exemple, si nous prenons toujours les ondes sur la mer et nous mettons cette fois deux fentes, on attend que ça se stabilise, eh bien vous voyez un phénomène assez intéressant. On a ici une zone centrale où il y a des ondes, et puis deux zones à côté, deux zones latérales, dans lesquelles il n'y a pas d'ondes. C'est l'interférence entre les deux ondes circulaires qui crée une zone où la mer est calme, la mer est plate. C'est le phénomène d'interférence. Or, on remarque exactement ce même phénomène lorsqu'on fait passer de la lumière à travers deux fentes. C'est ce que l'on voit ici. Nous avons de la lumière rouge qui passe à travers deux fentes, comme sur l'ondoscope que vous voyez de l'autre côté. Et puis, regardez ici, vous avez là une zone centrale avec une tache rouge, deux zones à côté dans lesquelles il n'y a pas de lumière, de nouveau deux taches rouges, et ainsi de suite. Donc, on reproduit avec la lumière ce qu'on a vu avec les ondes de la mer. Alors, la lumière, c'est bien une onde. Alors, est-ce qu'on peut mesurer la fréquence de la lumière? Oh, mais la fréquence de la lumière, en fait, c'est relativement simple. C'est la couleur de la lumière. Nous avons tous vu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, au fait, décompose la lumière blanche du soleil dans ses couleurs fondamentaux. À chaque couleur, en fait, correspond une certaine fréquence, une certaine période des ondes lumineuses. Ceci est réalisé, par exemple, avec un verre découpé en biseau qu'on appelle un prisme. Bah, excellent. Si on a la couleur, on a la fréquence. Si on connaît la fréquence, ça veut dire qu'on sait le nombre de fois la lumière oscille dans une seconde. Et si on compte le nombre d'oscillations, on peut mesurer la seconde. C'est parfait, on a retrouvé le temps. Ben, c'est exactement ce qu'on réalise avec une horloge atomique. Voici une horloge atomique. Elle est basée sur l'émission lumineuse des atomes de césium qui sont là-dedans. En les excitant, ils émettent de la lumière et, d'une quelque sorte, on mesure le nombre de fois que les ondes lumineuses oscillent par seconde. Seulement, ça va très vite. 9 milliards de fois par seconde ici. C'est vraiment beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut exciter le césium et lui faire émettre de la lumière? Vous avez ici une source d'énergie très puissante. Je vais donc allumer ma machine ici. Et ce qui se passe dans l'air, c'est plus ou moins ce qui se passe dans une horloge atomique.
avec l'énergie produite par notre bobine, nous excitons les atomes de l'air qui émettent de la lumière. Mais l'air a différents composants, donc la lumière qu'on voit là, elle n'a pas une couleur bien définie. Par contre, si ici, je prends cette boule qui contient un seul type d'atome, des atomes d'hélium, ici, eh bien, lorsque j'ai produit ici de l'énergie à l'aide d'une bobine qui est une sorte de source de micro-ondes, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que la boule qui contient de l'hélium s'illumine d'un joli rose. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'horloge atomique, finalement. Mais je crains qu'on a un petit problème, Madeleine. Je ne sais pas si on arrivera à retourner en 2016, maintenant qu'on a retrouvé les bases du temps. Ben, en fait, comme je vous disais, on est passé à travers un trou de verre, une fenêtre qui s'ouvre pendant un très court instant. Donc on aurait vraiment besoin d'une horloge atomique ici pour passer à travers ce trou de verre. Je crains que cela ne sera pas possible. Non, vous inquiétez pas, M. Galileo. Juste avant que les horloges se sont arrêtées, j'étais en train de travailler sur un nouveau projet qui permet à mesurer aussi la vitesse de la lumière. Presque de la même manière comme on a mesuré la vitesse du son avec l'écho. L'idée, c'était de créer des impulsions de la lumière, mais très très courtes. Un millionième de la seconde. Vraiment super court. Et puis on les sépare en deux. On mesure une impulsion à la sortie, et puis l'autre, on la laisse voyager dans l'espace et revenir. Comme ça. C'est très intéressant. Est-ce qu'on pourrait voir ça? Oui, c'est très rapide, mais c'est possible de le voir sur un oscilloscope. Ce que vous voyez ici sur l'écran, il y a un pic à la sortie de notre instrument, et puis la lumière sort, elle va jusqu'au miroir qui est là, elle arrive, et on voit l'autre pic. Donc l'autre pic, c'est l'impulsion qui a voyagé. Et si je change la distance, vous voyez que le pic se rapproche. Si je suis plus proche, vous voyez que le pic est de plus en plus proche d'initial. Et puis, si je m'éloigne, il se sépare bien. Alors, on peut mesurer le temps nécessaire pour la lumière de passer de là à là, à peu près 10 mètres. Et si on mesure le temps nécessaire pour ce parcours, on voit que c'est très très court. Et on peut faire le calcul comme pour la vitesse du son, et on mesure la vitesse de la lumière, qui est beaucoup plus grande. 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Et il n'y a rien qui est plus rapide. Et c'est pas tout. Les impulsions comme ça, dans certains cas, elles sont jumelées, on appelle imbriquées. Et si l'état d'une change, l'autre change automatiquement. Après quelques-unes avec moi dans le laser, et comme ça, on va pouvoir, avec le laser, c'est le laser qui va nous montrer le schéma à travers le trou de verre vers le retour. Et en plus, j'ai une copie d'horloge atomique dans la poche qui va vous permettre de trouver la machine originale. Alors, profitons vite de ce moment. Il faut monter à bord de notre machine et partir dans le futur.
régler nos blocs.